Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre avec nous cette édition de 15 heures dont elles sont les faits saillants. Un atelier de réflexion sur le renforcement du processus de décentralisation a lieu ce matin. Et le Kenya lance son train Nairobi-Mombasa. Bonjour, et l'on entame ce journal par ce communiqué du ministre délégué chargé du commerce, des petites entreprises et moyennes, l'artisanat donc du tourisme, informe les opérateurs économiques, les investisseurs et les potentiels donc créateurs d'entreprises que désormais les frais d'immatriculation au registre des commerces et des sociétés qui étaient de 132 500 passent à 18 000 francs pour toute création d'entreprise à responsabilité physique ou morale. Fin de citation. Et un atelier de restitution sur la première phase de la mission d'appui au processus de décentralisation s'est ouvert ce matin au Palais du Peuple. Cet atelier avait donc pour but de décideurs politiques du rôle de cette mission d'appui qui consiste à épauler les départements de la décentralisation et d'aider donc à la réalisation de deux objectifs principaux, à savoir la mise en place d'un cadre juridique renouvelé et d'une fiscalité locale. Son cadre juridique qui fixe notamment les prérogatives des conseils régionaux, communaux ainsi que la mairie, le pouvoir central se trouve dans l'incapacité de pouvoir travailler avec ces entités décentralisées. Sans la fiscalité, les régions n'auront pas donc les moyens de se développer ou la nécessité de créer un département dédié en ce sens. Compte tenu de la décentralisation, une affaire donc de tous, il était primordial de mettre en relief tous les acquis et les faiblesses du processus de la décentralisation. Était présent donc à cette réunion le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmad, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Moussafa Mohamed Mahmoud. Et à l'Assemblée nationale, la commission de la législation de l'administration générale s'est réunie ce matin afin d'examiner le projet de loi portant ratification d'un accord de près d'1,488 de nos francs auprès du Fonds africain de développement pour l'appui de renforcement des compétences dans le secteur de la santé. Le gouvernement était représenté par le ministre du Travail chargé de la réforme de l'administration. Le ministre a précisé que l'accord conclu entre la République de Djibouti et le Fonds africain de développement d'un montant d'1,488 francs, 378 000 vient donc en complément d'un don du même Fonds africain de développement d'un montant de 76 155 000 francs. Cette enveloppe financière contribuera ainsi à renforcer et rendre opérationnelle l'assurance maladie universelle en créant notamment une nouvelle structure d'accueil pour les patients à la Caisse nationale de sécurité sociale. Également nouvelle du pays, cette fois donc à Madrid, le trophée international de la construction vient d'être décerné pour l'édition 2017 à la Société immobilière de Djibouti par le Global Trade Leader Club qui regroupe 7500 membres de 95 pays. Ce prix récompense ainsi les entreprises du monde entier s'étant distinguées dans ce domaine d'une importance socio-économique exceptionnelle telle que celui de la construction. La cérémonie de remise du trophée a lieu à Madrid à l'hôtel Melilla Castilla. La société immobilière de Djibouti était représentée par le président de son administration, M. Dini Mohamed Burhan, qui a dans une brève intervention n'a pas manqué de remercier le comité d'avoir offert ce prix à Djibouti. Nous l'écoutons.
Et retour à Djibouti, et comme tous les magazines dans ce cadre donc de l'indépendance, dans le cadre d'une série de reportages, de documentaires préparés pour marquer la célébration du 40e anniversaire de l'acquisition de notre souveraineté nationale, nous allons donc remémorer les précieux histoires, instants de proclamation de l'indépendance et l'émergence de la République de Djibouti sur la scène internationale. Regardez. Et minuit, un drapeau bleu pastel, vert et blanc, estampillé d'une étoile rouge caractérise la jeune République de Djibouti, connue autrefois comme le territoire des Afars et des Issa. La dernière colonie française de la Corne devient ainsi le 49e État indépendant d'Afrique et fait son entrée dans les concerts des nations. Ce vent d'indépendance qui souffle sur les continents africains n'a pas épargné ce petit bout de terre qui se trouve entre la Somalie et l'Éthiopie. Le 27 juin 1977, ce pays rendu à lui-même devient un État souverain. Un pays qui grave dans la roche les préludes de son devenir. Un pays qui, 40 ans plus tard, devient un acteur incontournable sur la scène internationale, malgré sa superficie. Un processus d'indépendance qui se fait d'arrache-pied pour ces Djibouti qui avaient rendez-vous avec l'histoire. Ces dirigeants ont soldé leur compte avec le passé et une vision d'un État souverain était inconditionnelle. Les premiers actes après cette indépendance n'étaient pas une étape facile. Quels ont été les attributs de la souveraineté et les premiers balbutiements d'une nation libre? Mettre en place des institutions fortes est l'une des prérogatives du premier gouvernement sous feu El Hadj Hassan Goulet Abtidan, père de la nation, et une politique pour le peuple par le peuple, ayant comme objectif la modernisation de ce nouveau pays sans retomber dans une dépendance coloniale et affirmer une identité culturelle sans s'enfermer dans la tradition de l'époque ancienne. Mais si on se demande aujourd'hui, qu'est-ce qui fait cette nation djiboutienne après 40 ans? 3 composantes en sont la matrice génératrice. En premier lieu, la construction d'une identité culturelle. Le peuple djiboutien a le sentiment collectivement vécu d'une communauté d'origine. C'est à partir de cela que l'on peut entrevoir une communauté de destin. C'est ce qu'on appelle le sentiment du vivre ensemble. Le facteur linguistique, le fait de bâtir un enseignement éducatif sur la maîtrise de ses propres langues. Et la langue devient une cristallisation d'une vision du monde commune. La troisième chose est le facteur philosophico-spirituel. Le peuple djiboutien s'accorde sur des valeurs communes. La République de Djibouti est un don de Dieu. 40 ans après, Djibouti, dans le train de l'évolution, écrit son histoire de quête vers la prospérité et le développement, sans équivoque, dans le livre de l'histoire universelle. Un pays qui s'est construit sur des valeurs et modèles africains. Dans le reste de l'actualité, l'UNFD a lancé ce matin une campagne de sensibilisation sur l'égalité des genres, sur le planning familial et les MGF. Cette campagne se déroulera dans les 5 régions de l'intérieur et Djibouti-Ville durant 3 mois. Objectif étant de sensibiliser les populations sur la problématique liée à l'égalité des genres, le planning familial et les violences fondées sur le genre ainsi que les mutilations génitales féminines. Cette campagne vise à toucher et à sensibiliser un maximum de monde.
Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Le Kenya a lancé ce matin le port reliant Mombasa à Nairobi. Le président Uhuru Kenyatta a inauguré hier le plus grand projet d'infrastructure accompli au Kenya depuis son indépendance en 1963. Une ligne ferroviaire reliant la capitale Nairobi au port de Mombasa sur l'océan Indien. Ces 472 km de rails financés et construits principalement par la Chine doivent remplacer l'Unactic Express, la ligne construite par le colon britannique. Cette dernière a façonné le Kenya moderne et faisait jusqu'à donc en avril le bonheur des touristes avides des études. Mais disparaîtrait donc par sa teneur les passagers et les transporteurs de marchandises en quête de rapidité. Ce projet de 2,8 milliards d'euros s'inscrit dans la perspective de relier par le rail l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Soudan et l'Éthiopie. Voilà, c'est tout pour cette édition de 15h. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques instants, le Focus. Rejoindre pour ce Focus de l'après-midi avec nous sur ce plateau, Hussein Hamlet. Bonjour Hussein. Bonjour Fardous. Et nous allons donc aux Philippines pour parler des 10 militaires qui ont été tués dans une frappe par l'armée. Oui, effectivement, Fardous, ces 10 militaires philippins ont péri hier dans une frappe aérienne qui visait les combattants islamistes et retranchés depuis une semaine dans la ville de Marawi, dans le site de l'archipel, a annoncé le ministre de la Défense philippin. Donc Marawi, une ville majorité musulmane dans un archipel essentiellement catholique, et les terres depuis plus d'une semaine d'après combat entre les activistes islamistes, ces réclamant de groupes État islamique et les forces de sécurité qui tentent de les déloger de plusieurs quartiers où ils sont retranchés. L'agglomération de 200 000 habitants a été presque intégralement évacuée, mais environ 2000 civils sont dans l'incapacité de s'enfuir car coincés dans des zones tenues par les rebelles. Donc, mais les forces de sécurité Fardous ont essuyé un échec. De dizaines de combattants sont accourus pour les repousser avant de repartir saccager la ville en brandissant des drapeaux noirs de l'État islamique Fardous. Merci Hussein pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous.